Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons aujourd'hui avec nous sur le plateau d'Al-Mouatine Monsieur Philippe Liénard. Donc, Monsieur Philippe Liénard, il a 54 ans et il est docteur en droit à l'Université libre de Bruxelles, avocat depuis 30 ans. Il traite les matières du droit des sociétés et fiscales. Il plaide ici en Belgique, à Paris et à Luxembourg. Et les juges suppléants première instance et curateurs de faillite. Vous êtes aussi, Monsieur Liénard, vous êtes aussi franc-maçon de haut grade au sein du Suprême Conseil de Belgique, metteur en scène, auteur de théâtre, mais il y a beaucoup de choses, donc je vais essayer d'étaler ça petit à petit. Mais voilà. Donc, vous êtes auteur d'ouvrages de réflexion, édition Jordan, dont par exemple Mais qu'au font les francs-maçons en loge, Regard sur la franc-maçonnerie et islam, qui va apparaître au mois de mai. Donc, c'est ce livre-ci, voilà. Donc, qui est intéressant. Il est déjà apparu, voilà, ce que je lis ici au mois de mai. Histoire de la franc-maçonnerie belge, 3 siècles d'existence influente, des origines au XXIe siècle, en passant par la première loge et les coulisses, etc., etc. Voilà, donc Philippe Liénard, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je pense que j'ai un peu étalé votre parcours, mais en le résumant, est-ce que vous pouvez en dire plus, en tout cas, à nos téléspectateurs pour encore leur donner, en tout cas, plus d'éléments vous concernant? Oui, mais bien volontiers. Je ne vais pas m'étendre sur mes activités professionnelles. Vous l'avez déjà fait plus qu'il n'en faut. Je suis avocat et puis voilà. Dans mon autre vie, si j'ose dire, bien qu'on soit franc-maçon 24 heures sur 24 et pas uniquement quand on se réunit dans une loge, eh bien dans mon autre vie, je suis, comme vous l'avez dit, franc-maçon, et c'est à ce titre-là que vous m'invitez pour parler du livre que vous avez cité et qui s'intitule Regard sur la franc-maçonnerie et l'islam. Il est paru en réalité à Paris en janvier, ici tout récemment, 2017, et est distribué en Belgique, au Canada et en Suisse. Voilà, donc ça c'est pour la courte présentation que je peux faire. Alors, pour aller un petit peu au-delà de votre question et pour présenter les choses, nous en parlions avant le début de l'émission. Quelle a été mon idée en écrivant ce livre? Eh bien, l'idée, c'est que nous sommes dans une société multiculturelle. Ce multiculturalisme impose de comprendre l'autre. Pour comprendre l'autre, il faut aller vers l'autre, avec tolérance. Aller vers l'autre ne veut pas dire accepter tout, et y compris des doctrines liberticides. Ça, ce n'est pas possible. La démocratie, l'humanité et la fraternité humaine, parce que nous sommes tous frères en humanité, cette fraternité-là ne s'accommode absolument pas d'idées liberticides. J'imagine que nous en reviendrons tout à l'heure à ce sujet. Mais donc, le but de l'ouvrage était d'analyser à la fois la franc-maçonnerie et de la comparer, si tant est qu'on puisse parler de comparaison, avec l'islam, parce que les deux donnent lieu à des amalgames. Les deux donnent lieu à des interprétations souvent négatives ou péjoratives. La franc-maçonnerie est diversité, ce n'est pas une structure mondiale qui complote, j'imagine qu'on en reparlera aussi. On en parlera, oui. Et l'islam est aussi diversité, ce n'est pas à vous que je dois l'expliquer. L'islam comporte un certain nombre de tendances, beaucoup de tendances pacifiques et de tendances merveilleusement intéressantes sous l'angle spirituel. Je pense par exemple à tout ce qui est soufisme, j'imagine que là aussi nous y reviendrons. Et puis hélas aussi, quelques tendances un petit peu moins drôles dont on parle dans la presse et qui évidemment donnent lieu à des réactions de repli. Et je terminerai par là en vous disant que le multiculturalisme dont je parlais tout à l'heure et qui implique d'aller vers l'autre ne peut pas s'accommoder d'un repli, ne peut pas s'accommoder de positions communautaristes où l'on créerait des murs. Il faut bâtir des ponts. Et ce n'est pas une expression qui est de moi, c'est une expression qui est de Newton et qui date du XVIIe siècle. Voilà.
Donc votre démarche est clairement en fait ici d'un côté pédagogique mais aussi interculturel. Bien sûr. Justement pour essayer de se rapprocher de l'autre et lui expliquer en tout cas la vision claire, ou soit c'est quoi exactement la franc-maçonnerie. Mais avant de faire ça, on entend beaucoup de choses, en tout cas sur la franc-maçonnerie, tout ce qui se passe de près ou de loin dans notre société, etc. Donc on parle de mal ou de bien, bien sûr. On essaie à chaque fois, en fait, de rejeter, ou soit d'accuser directement ou indirectement les francs-maçons, comme quoi si c'est eux qui font ça, c'est eux par exemple qui organisent des complots, c'est eux qui font par exemple, qui poussent des gens parfois à faire du mal dans la société, etc. Qu'est-ce que vous pouvez répondre justement par rapport à ces accusations ? Eh bien, écoutez, je vais vous répondre 3 choses qui seront extrêmement claires. Oui. La première est une précaution oratoire. Je ne suis pas ici pour parler au nom de la franc-maçonnerie. Je n'en suis pas le porte-parole. Je m'exprime à titre personnel et vous ne trouverez jamais un franc-maçon qui s'explique pour compte de la franc-maçonnerie tout entière. En soi, ma précaution oratoire devrait déjà vous faire comprendre que la maçonnerie n'est pas organisée comme un lobby qui permettrait à un porte-parole ou à un gourou ou à un représentant international ou mondial de l'engager dans une démarche d'opinion ou de manipulation de l'opinion. Ça, c'est le premier point qui est une précaution. Les 3 autres points qui sont les explications et la réponse à votre question sont ceux-ci. D'une part, lorsque je vois, et pardonnez-moi pour cette comparaison, mais lorsque je vois la difficulté que peuvent rencontrer 2 loges maçonniques pour organiser un barbecue d'été, je pense que le complot mondial, ce n'est pas pour demain. Deuxième information, puisque la première était une forme de boutade, mais elle est néanmoins très réelle. Deuxième information, on pense à tort que la franc-maçonnerie serait une organisation susceptible de comploter ou d'organiser des choses de manière désagréable. Vous parliez tout à l'heure de mal. Alors je voudrais préciser ceci. La maçonnerie en Belgique, c'est à peu près 27 000 francs-maçons. Sur 11 millions de personnes, c'est pas beaucoup. C'est à peu près 440 loges. Alors ça peut avoir l'air d'être important, mais au niveau mondial, la maçonnerie, c'est peut-être environ, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur les chiffres, environ 5 millions de personnes. 5 millions de personnes, vous concevrez avec moi que ça n'est pas très significatif. Alors vous pourriez me répondre, oui, mais en franc-maçonnerie, tout le monde ne peut pas y entrer. Ben, c'est tout à fait inexact. Tout le monde peut souhaiter devenir franc-maçon. Ce n'est pas pour autant qu'il le deviendra, bien entendu. Et pourquoi ? Et ça m'amène au 3e élément. Qui sont les francs-maçons ? Les francs-maçons sont des personnes à qui on demande au départ d'être libres, probes et de bonnes mœurs. Alors, c'est-à-dire des personnes de moralité suffisamment claire et satisfaisante, et pas des gens qui auraient des comportements pénaux ou répréhensibles, ou des comportements qui seraient susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs. Ce sont des gens convenables, en gros. Et je disais tout à l'heure que ce sont des gens aussi qui sont à qui l'on demande d'être probes et libres. Alors la probité, je ne vous explique pas que c'est l'honnêteté, c'est tout simplement ça. Personne n'est hyper honnête, mais un franc-maçon malhonnête, ça ne se conçoit pas. J'y reviendrai tout à l'heure. Puis, on demande aux francs-maçons d'être des gens libres. Cette notion-là est fort importante parce que, à quoi fait-on référence ? Vous pourrez me dire, mais nous sommes libres. Lorsque nous vivons en démocratie, nous sommes libres. Première observation, dans le monde, les démocraties sont très minoritaires. Deuxième observation, cette liberté, c'est la liberté de parole, pourriez-vous me dire. Tout le monde est libre de s'exprimer, mais non, tout le monde n'est pas libre de s'exprimer partout. Mais à quelle liberté fait référence la franc-maçonnerie ? Elle fait référence à la liberté de penser. Cette liberté de penser, vous allez immédiatement peut-être me dire que tout le monde est libre de penser, mais non, nous sommes prisonniers de nos idées préconçues, de nos préjugés, de tout un tas d'éléments qui sont dus à notre éducation, à notre culture, etc., aux religions parfois aussi. Et donc, les francs-maçons
ce sont des personnes qui vivent dans des laboratoires de pensée quand ils se réunissent, où l'on échange sur un pied d'égalité, que ce soit le directeur général d'une entreprise ou le balayeur du parc de Bruxelles, nous échangeons en toute égalité des points de vue dans le respect mutuel des convictions de chacun. Et rien n'empêche d'être franc-maçon et en même temps d'embrasser une croyance particulière. Là où il y a un problème, c'est lorsque on est à la fois assujetti à des dogmes, c'est-à-dire des vérités révélées qui ne permettent plus d'avoir une liberté de pensée, qui ne laissent plus aucune marge de manœuvre, et d'être en même temps maçon en se disant libre penseur. C'est compliqué, ça. La prochaine question, quels sont selon vous les points de similitude entre l'islam et la franc-maçonnerie? Alors, nous voilà dans le vif du sujet. Voilà. La franc-maçonnerie n'apporte aucune réponse. Elle invite ses membres à se poser des questions. Les religions, et je ne vise pas l'islam en particulier, mais enfin le livre concernant l'islam, vous me permettrez de ne parler que de l'islam. Mais les religions tentent d'apporter des réponses. Toutes les religions sont nées à un moment donné de l'histoire où il était utile du point de vue de leurs promoteurs que ces religions existent. Et donc, pour parler de l'islam, cette religion a eu au départ une ambition qui était d'améliorer les religions monothéistes existantes et probablement aussi, quoique tout le monde ne soit pas d'accord sur cette question, mais enfin, d'améliorer le sort des personnes qui vivaient dans la péninsule arabique à une époque difficile, rude, où certaines règles étaient relativement difficiles à digérer. Et donc je peux comprendre que ce projet de société soit né à un moment où la volonté était d'améliorer la vie de tout le monde. Évidemment, il y a deux analyses possibles. Il y a l'analyse théologique. Je ne suis pas théologien. Il y a l'analyse historique. Je ne suis pas un historien de formation non plus. J'ai quelques notions d'histoire et donc c'est à ce titre-là, et plus sous l'angle philosophique et philologique des choses, que j'essaie de déconstruire des idées préconçues dans ce livre. Et c'est comme ça que je me penche sur l'histoire du prophète, c'est comme ça que je me penche sur les textes d'origine de l'islam, que ce soit le Coran ou les hadiths, et que je me penche sur les relations entre la franc-maçonnerie et l'islam pendant toute une période qui globalement correspond à l'expansion de l'Empire britannique. Et puis je me penche évidemment sur aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est aujourd'hui la situation. Eh bien, j'ai envie de vous dire que les francs-maçons n'ont pas été l'objet d'une agression particulière de la part de musulmans radicalisés. Les personnes radicalisées frappent aveuglément toutes les personnes. Et donc, mon sujet n'était pas d'opposer la franc-maçonnerie et l'islam, mais de faire un parallèle pour démontrer que les deux sont, pour la maçonnerie, une sorte d'école de pensée qui ne véhicule pas spécialement un projet de société, mais qui a pour ambition, à travers le rayonnement de ses membres, d'améliorer l'humanité pour que demain, il fasse meilleur vivre. L'islam, de son côté, n'a pas un autre projet. L'islam, de son côté, n'ambitionne pas de créer un monde épouvantable, mais un monde de paix. Le problème n'est pas l'islam en tant que tel, le problème c'est certains islamistes qui sont, à mon avis, des gens qui font tache dans l'islam et qui font honte aux musulmans. J'entends beaucoup de musulmans qui sont dans l'embarras, soit ils n'osent pas s'exprimer, soit ils s'expriment, mais qui ne sont pas des soutiens de ceux qui se font exploser ou qui font du mal. Et pour terminer, pour répondre à votre question, à ma connaissance, jamais une loge maçonnique ou un maçon à titre individuel ou des maçons à travers un groupe n'ont agi de telle manière qu'ils fassent du mal à la société. Et je n'ai peut-être pas répondu complètement à votre question sur la vision que l'on peut avoir de la maçonnerie qui comploterait. Je peux y revenir si vous voulez. Oui, je vous en prie. Je vous en prie de me répondre sur la similitude en fait qu'il puisse y avoir entre l'islam et la franc-maçonnerie. Eh bien, la similitude, c'est que les deux sont une mouvance de pensée.
La franc-maçonnerie, comme je le disais tout à l'heure, véhicule des valeurs d'amélioration de la société par le fait de descendre en soi-même, de s'analyser, de mieux se connaître et de se perfectionner. Alors tous les maçons ne sont pas parfaits, j'en connais d'ailleurs pas des maçons parfaits. L'islam, de son côté, des discussions existent sur la signification du mot islam, je ne vais pas vous les apprendre. Je pense qu'on peut être musulman sans être assujetti à des dogmes et sans être soumis. Je m'explique. Le djihad, ce fameux djihad dont on parle tout le temps, eh bien, j'ai pu analyser que le soufisme, qui est... je ne vais pas dire que c'est une tendance de l'islam, parce qu'il y a plusieurs écoles de soufisme. On est d'ailleurs passé en quelques années d'à peu près une vingtaine d'écoles de soufisme à peu près 70 écoles de soufisme. Ça veut dire que c'est une recette qui marche auprès d'un certain nombre de musulmans éduqués, éclairés, qui ont de la culture. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais ça ne vise pas que les musulmans, ça vise tout le monde dans un tas de pays. Ce soufisme est une solution. Et le soufisme n'est pas incompatible avec la maçonnerie, parce que le soufisme, c'est une voie spirituelle d'amélioration de soi. Et ce soufisme permet justement de remettre en question un certain nombre de choses. Une des explications, une des racines du mot soufisme est voisine du mot grec sophia, qui veut dire sagesse. Ce soufisme, et je parlais de djihad tout à l'heure, eh bien c'est peut-être un premier djihad, c'est peut-être le djihad 1.0. Et le djihad 1.0 en soi-même, c'est peut-être la libre pensée, c'est peut-être de pouvoir remettre en question des choses et n'accepter pour librement acceptable justement que ce qui est consenti comme étant évident sans que ce soit une vérité imposée. Et puis après, le djihad que l'on connaît aujourd'hui, qui a commencé par la révolte contre l'occupant colonial et les frères musulmans dans les années 30 en Égypte et qui se prolonge aujourd'hui par les dérives que l'on connaît, n'a plus rien à voir avec un djihad intellectuel, lui. C'est un djihad politique. Une autre question, et je pense que j'ai lu dans votre livre que vous avez donné quand même un chapitre très important à la femme. Et la question ici, quelle est la place de la femme au sein de la franc-maçonnerie et quel est le regard des francs-maçons par rapport à la place de la femme dans la religion musulmane? Donc ici, vous avez deux questions. Voilà qui est bien intéressant. Alors, pour ce qui concerne la place de la femme dans la franc-maçonnerie, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la maçonnerie moderne, qu'on appelle maçonnerie spéculative, et qui serait née un 24 juin 1717, encore qu'il y ait des discussions sur la date effective, mais enfin, peu importe, cette maçonnerie-là, à ce moment-là, n'était pas ouverte aux femmes. Tout simplement parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, pour être maçon, enfin pour pouvoir solliciter, être initié en maçonnerie, il faut être probe, de bonnes mœurs et libre. Les femmes à l'époque n'étaient pas considérées dans la société civile comme étant libres, elles dépendaient de leur mari. Et donc les femmes n'étaient pas admises en maçonnerie. Mais ça s'est très vite réglé, parce que très rapidement la maçonnerie a évolué sur deux plans. D'abord, il y a eu ce qu'on appelle les loges d'adoption, qui ont permis aux femmes d'entrer en maçonnerie par une petite porte. Et puis, petit à petit, un certain nombre de maçons, hommes donc, ont contribué à l'élévation et au développement du mouvement féministe. Ces maçons-là, qu'on appelait d'ailleurs épouvantablement de vaginards, étaient des maçons qui encourageaient les femmes et qui supportaient les femmes dans leur mouvement de libération. Et ce mouvement-là s'est traduit dans la franc-maçonnerie par la naissance d'une maçonnerie mixte qui a commencé en France et qui a donné naissance à une obédience maçonnique. Une obédience, c'est une sorte de fédération de loges, à une obédience maçonnique qu'on appelle le droit humain, qui est une obédience extrêmement importante. Il n'y a d'ailleurs pas que celle-là qui soit mixte, mais enfin, il y a aussi une maçonnerie féminine. Donc la maçonnerie a très vite pris le relais pour défendre
les droits de la femme de telle manière qu'elle existe dans l'égalité ou l'égalité complémentaire. Enfin, tout ça est un débat, mais voilà. En ce qui concerne l'islam, la situation me paraît un petit peu plus compliquée parce que j'ai envie de vous dire trois choses. D'une part, je pense que dans un certain nombre de pays musulmans, les femmes ne sont pas considérées, hélas, comme étant les égales de l'homme. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'écrits sur le sujet et je dois bien le regretter parce que si le Coran est pour les musulmans la parole de Dieu, ce même Coran comporte quelques petits passages qui ne sont pas extrêmement agréables pour les femmes, encore que tout ça soit aussi très discutable, parce que si le Coran comporte le droit d'appliquer des peines privées à la femme, ce même Coran invite les hommes à respecter les femmes. Donc on peut dans ce Coran trouver tout et son contraire. Ça dépend peut-être de ce qu'on veut chercher. Celui qui cherche le mal peut trouver le mal partout. Le diable se niche dans les détails. Si par contre on souhaite trouver le bien, on le trouvera. Et le Coran, comme d'autres écrits, comporte un certain nombre de sourates qui sont très belles et qui sont chantantes même, et qui permettent de trouver la paix, un cheminement et un développement humain. Deuxième observation à propos des femmes, je constate que même dans la société occidentale, les femmes musulmanes ne sont pas toujours dans une situation où elles peuvent se dire totalement libres. Et quand je dis qu'elles ne peuvent pas se dire totalement libres, je veux dire quoi? Je pense qu'elles se sentent redevables d'une certaine obéissance envers le chef de famille, mais c'était aussi comme ça en Europe occidentale avant. N'oublions pas que les femmes en Belgique ne votent que depuis 1948. Tout à fait. Donc, peut-être que la société musulmane a un petit peu de retard, mais après tout, l'islam est né au 7e siècle, c'est-à-dire bien après d'autres mouvements religieux. La société musulmane aujourd'hui est extrêmement diversifiée. Vous avez des pays musulmans qui sont des pays d'avant-garde du point de vue de la liberté des femmes, et vous avez des pays musulmans qui sont un peu à la traîne pour des raisons qu'il serait long d'expliquer ici, mais je veux bien me lancer dans l'exercice. Et puis le troisième sujet à propos des femmes, c'est un sujet à propos duquel vous ne m'avez pas posé de question, c'est cette fameuse problématique, disons que c'est une problématique, mais je n'aime pas le mot, du voile. Si, la question voilà, est prévue. la question va arriver, alors je n'y réponds pas maintenant. Voilà, donc pour terminer sur ce sujet-là, j'ai envie de vous dire que vive les femmes, vive l'égalité, et dans mon livre, j'ai tenté de remettre la femme à la place qu'elle mérite, c'est-à-dire la place de l'égal, de l'homme, dans une société moderne. Et peut-être, de ce point de vue-là, devons-nous faire un saut d'humanité. Voilà. Alors, un musulman peut-il devenir un maçon? Un musulman peut-il devenir un maçon? Ça implique, pour répondre à votre question, de faire la différence entre la culture musulmane, la croyance et la pratique de la religion. Une personne de culture musulmane peut sans aucun problème postuler, si j'ose dire, pour vouloir entrer en maçonnerie. Une personne de croyance musulmane, je pense qu'il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les constitutions d'Anderson, qui sont le fondement de la maçonnerie moderne, qui datent de 1723, qui ont été revues en 1738, permettent justement cette diversité, et des loges maçonniques comportaient avant, plus que maintenant d'ailleurs, une diversité de croyances en leur sein. Être de croyance musulmane, de croyance juive ou de croyance catholique ne pose pas de problème. Le problème ne vient pas des francs-maçons, le problème vient de certains intercesseurs de foi qui ont émis, pour ce qui concerne la religion catholique, des bulles, la première en 1738 justement, et pour l'islam une fatwa de 1978 qui est iranienne, oui, et qui dit des choses épouvantables sur la franc-maçonnerie. Donc je ne vais pas parler des bulles papales, je vais parler de la fatwa de 1978. Elle décrit la maçonnerie comme étant une organisation de complot mondial satanique qui participe
principe du complot judéo-maçonnique, c'est un serpent de mer qui sort la tête de temps en temps, mais qui ne correspond à rien du tout. Et donc, voilà, je pense qu'il faut pouvoir dire ça. Et pourquoi on argumente, ou pourquoi en fait on sort ce genre de, disons, entre parenthèses, d'accusation envers les francs-maçons à la base? Les francs-maçons peuvent sans doute être gênants. Être gênant parce que les francs-maçons sont des personnes comme les autres d'abord, mais ce sont des gens qui pensent, ce sont des gens qui critiquent, ce sont des gens qui réfléchissent, ce sont des gens qui n'acceptent pas une vérité qu'on leur impose sans qu'ils aient pu passer ça au crible de leur critique personnelle. C'est ce qu'on appelle le libre examen, en gros. Et les francs-maçons peuvent donc gêner des gens qui véhiculent des doctrines autoritaires, pas que religieuses, et certainement pas que musulmanes. Les francs-maçons sont gênants parce qu'ils réfléchissent. Et donc, toutes les dictatures, vous savez, ont réservé un mauvais sort aux francs-maçons. Et donc, ce que je dis peut être illustré par tout un cas, par toute une série de cas historiquement vérifiables. L'antimaçonnisme, c'est comme ça que vous avez en tout cas écrit dans votre livre. Est-ce parce que je pense, à mon avis, parce qu'il y a un problème de transparence, un problème de communication avec l'environnement extérieur? Et les gens, peut-être, vu qu'il existe moins d'informations sur la franc-maçonnerie, qu'on ne connaît pas grand-chose sur la franc-maçonnerie, qu'on se pose des questions, peut-être on interprète, donc monsieur, madame, tout le monde n'arrive pas à comprendre, et puis alors on peut lancer facilement en fait des interprétations par rapport à ça. Bien sûr. J'ai envie de vous répondre ceci, pour commencer. Si vous souhaitez demain aller voir ce qui se passe au conseil d'administration de Belfius ou au conseil d'administration de Proximus, vous ne serez pas invité, vous ne pourrez pas y assister parce que c'est une réunion privée. Fermé, vous n'êtes pas membre, vous n'assistez pas. Si vous voulez aller assister à la réunion du conseil d'administration de l'ASBL, du club de foot de votre coin, vous ne pourrez pas y assister parce que vous n'êtes pas membre. Voilà. Aussi sympathique soyez-vous, et aussi érudit soyez-vous, et aussi précieux soyez-vous. Mais en franc-maçonnerie, c'est la même chose. Avec cette différence supplémentaire que la maçonnerie est une société initiatique. C'est-à-dire qu'on y entre et on y gravit des degrés, de sorte que tout ça se fait avec le temps. Et donc il est normal que si on n'est pas maçon, on ne puisse pas être à la fois dehors et voir ce qui se passe dedans en assistant aux réunions. Donc forcément, la franc-maçonnerie intrigue parce qu'elle se réunit sans inviter ceux qui n'en sont pas membres. Mais c'est normal, comme je viens de vous dire avec des exemples qui n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie, c'est strictement normal. La deuxième chose, c'est que la franc-maçonnerie cultive un peu cette discrétion qui est à la limite du secret, comme si elle avait des choses à cacher dans l'esprit des gens qui ne sont pas maçons. La maçonnerie n'a rien à cacher. Tout ce qui s'y passe, que ce soit les rituels maçonniques ou que ce soit les débats entre les loges ou entre les obédiences ou des considérations sur des symboles ou sur l'histoire, tout ça se trouve dans des livres qu'on trouve en librairie. Il n'y a plus rien qui n'ait pas été dit. Donc, il n'y a pas de secret maçonnique. Il y a de la communication. Oui, mais par contre, les maçons sont peut-être responsables de trop de discrétion. Alors ce trop de discrétion impose que je fasse un distinguo entre la maçonnerie anglo-saxonne et la maçonnerie continentale. Les anglo-saxons sont beaucoup plus transparents. Vous pouvez voir sur Google l'indication des loges maçonniques dans les rues. Vous pouvez voir des panneaux indicateurs. Ils sont parfois illuminés ou fluorescents. Et vous pouvez parfois voir des maçons qui défilent en rue pour manifester telle ou telle cause. Ça ne se conçoit pas beaucoup. C'est en tout cas extrêmement rare sur le continent. Vous avez parfois en France des maçons qui défilent pour protester ou pour manifester avec des décors maçonniques. Le Grand Orient de France fait cet exercice de temps en temps, mais globalement, la maçonnerie européenne est discrète. Les loges se trouvent dans des endroits un peu glauques, un peu lugubres, pour être justement dans la discrétion, et ça se justifie
pour des raisons historiques. Vous n'ignorez pas que les francs-maçons en Europe ont vécu le nazisme. Ce nazisme a eu pour conséquence des rafles où on venait chercher des francs-maçons chez eux parce qu'ils étaient maçons. Alors, où on les exécutait, où on les emprisonnait et on leur faisait porter non pas une étoile jaune comme d'autres, mais une étoile rouge. Et donc, voilà, les maçons étaient victimes de persécutions. D'ailleurs dans le livre. Oui, j'en parle. Et donc, je peux comprendre aussi, pour terminer la réponse à votre question, que les maçons cultivent une certaine discrétion. Aujourd'hui, ça ne se justifie plus vraiment. Mais cette discrétion entraîne que les non-maçons puissent penser des choses, y compris que la maçonnerie complote ou se réunit d'une manière illégitime. Mais ça n'est pas le cas. Il existe plusieurs écoles et courants musulmans. Quelle est l'école ou le courant le plus proche des francs-maçons et pourquoi ? Clairement, le soufisme, ou les soufismes... D'une manière générale. Oui, il y a un certain nombre d'écoles de soufisme, comme je vous le disais tout à l'heure. Je ne vais pas les énumérer toutes, d'ailleurs j'en suis complètement incapable de mémoire. Les plus proches, par exemple je suis incapable de vous dire quelle est la plus proche ou quelle est la plus lointaine, mais la démarche du soufisme est une démarche compatible avec la démarche maçonnique globalement. Alors, il y a des écoles de soufisme qui sont plus mal en point que d'autres ou qui sont plus en vogue que d'autres. Mais là, je ne vais pas entrer dans ce détail-là parce que je n'ai pas envie de privilégier telle école de soufisme plutôt que telle autre. La démarche est intéressante et vaut la peine d'être vécue. Il y avait d'ailleurs un certain nombre de soufis qui étaient aussi francs-maçons. Mais bon, hélas, les choses ont probablement un peu changé parce que les musulmans qui étaient maçons ont fait l'objet parfois de mesures pour le moins désagréables de la part de certaines autorités. Je pense par exemple à certains philosophes musulmans ou à certains érudits musulmans, et plus particulièrement à ce professeur dont je ne citerai pas le nom, mais il est dans mon bouquin, de l'université Al-Azhar en Égypte, qui en 2015 a réalisé une thèse de doctorat extraordinaire qui a été d'un retentissement fou au sein du monde musulman pour faire la démonstration que le Coran n'imposait pas comme une obligation religieuse le port du voile. Et donc il explique clairement que c'est une habitude culturelle, et on peut en parler tout à l'heure, mais ce n'est pas une obligation religieuse. Et dès lors, les femmes font ce qu'elles veulent. Si elles ont envie de porter le voile, elles le font, et pourquoi pas? Ça peut être très joli. Si elles n'ont pas envie de le porter, eh bien qu'on ne leur impose pas. Oui. Vous êtes proche du soufisme. Pourquoi le salafisme ou le wahhabisme, etc. Quelle est la différence avec ces autres courants et ces autres écoles musulmanes? Une école musulmane ou une tendance de pensée musulmane qui a pour vocation de promouvoir l'établissement d'un califat islamique où la liberté s'éteindrait parce qu'on ne pourrait plus penser autre chose que ce que la loi religieuse dicte. Une école musulmane qui aurait pour ambition de rétablir la charia, qui est tout de même un système juridique un peu éculé, eh bien, ce type d'école musulmane qui correspondent au wahhabisme, qui correspondent au salafisme, ne sont pas aujourd'hui, au XXIe siècle, acceptables comme étant des évolutions d'une société de progrès, mais au contraire d'une société rétrograde. Ces mouvements-là ambitionnent d'ailleurs, disent-ils eux-mêmes, de rétablir l'islam des premiers temps. J'aimerais parfois pouvoir les écouter sur ce qu'ils pensent de l'islam des premiers temps, parce que l'islam des premiers temps, selon moi, n'est pas ce qu'ils en font, eux. Ils en font un champ d'horreur, un champ de ruine, et ça n'est pas comme ça. On discute avec une poignée de main et pas avec une grenade. Et quelles sont les actions de la franc-maçonnerie pour justement lutter contre cet islam radical, ce radicalisme et ce djihadisme? Est-ce que les francs-maçons travaillent sur
ce sujet-là? Deux aspects pour la réponse à votre question. Le premier aspect rejoint ce que je vous disais d'entrée de jeu. La franc-maçonnerie étant à ce point diversifiée, eh bien, que cette maçonnerie n'a pas les moyens d'agir, ne veut pas non plus se donner les moyens d'agir comme un seul homme, je dirais, par rapport à ces phénomènes-là. Par contre, les maçons, à titre individuel, à travers leurs fonctions, qu'elles soient politiques ou autres, peuvent véhiculer des messages de réaction positive, démocratique et constructive, et ils le font. Tous les jours, vous entendez sur les chaînes de télévision, de radio, où vous lisez des ouvrages écrits par des personnes qui ne disent pas être des francs-maçons, mais qui, parce qu'ils ont cet état d'esprit-là, essayent de véhiculer une pensée pour contrarier ces doctrines liberticides. Les francs-maçons, et d'ailleurs c'est stipulé aussi dans le livre, à un moment donné, vous avez écrit sur le vivre ensemble. Donc, quels seront en tout cas les projets de la franc-maçonnerie pour améliorer ou pour participer à stimuler cette cohabitation entre personnes de couleurs différentes, de religions différentes, je ne sais pas, mais d'une manière interculturelle, à savoir, est-ce que vous travaillez déjà sur ce sujet-là? Est-ce que ça vous intéresse en tant que franc-maçon de créer cette cohabitation, ce vivre ensemble dont on parle beaucoup ces derniers temps? On dit des francs-maçons, mais je pense que l'expression est exagérée, qu'ils sont des experts en humanité. Je pense en tout cas, moi, que les francs-maçons sont des personnes qui s'intéressent aux autres, qui s'intéressent à tout. Ce sont des humanistes, universalistes. Alors vous avez dans la maçonnerie des personnes qui sont plus ancrées dans une certaine laïcité, vous avez des personnes qui sont plus ancrées dans une tolérance à l'égard des croyances, mais ça c'est la liberté. En tant que telle, la maçonnerie ne fait pas d'action particulière, mais à titre individuel, les maçons le font. Et pour répondre à votre question, la maçonnerie a toujours été dans la barque des projets d'amélioration de la société, mais jamais elle n'a pris pied à bord de navires destructeurs et de combats. Je parle sous l'angle idéologique ou sous l'angle politique, bien entendu. Quel avenir peut-il y avoir demain? À votre avis, l'islam tout seul, la franc-maçonnerie toute seule, ou les deux ensemble? Pas que les deux ensemble, tout le monde ensemble. Aujourd'hui, ce qui, depuis environ 2 ans, se passe dans le monde d'une manière beaucoup plus accrue, tous ces attentats, ont pour conséquence de causer des replis, des méfiances, des inquiétudes ou des rejets. Ça n'est pas la faute des musulmans, c'est la faute de certains islamistes qui sont des gens dangereux. L'histoire est jalonnée de guerres de toutes sortes, de guerres de religion ou de guerres pour d'autres motifs. Il y a eu des génocides, il y a un certain nombre d'exemples. C'est Shakespeare qui disait « l'histoire est pleine de bruit et de fureur ». Alors, aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. Il y a des gens qui déraillent et qui commettent des actes épouvantables contre tout le monde, je l'ai dit tout à l'heure, sans distinction de savoir si ceux qui explosent dans un métro ou dans une salle de spectacle sont des juifs, des musulmans. Pour eux, ça n'a pas d'importance et c'est grave. C'est grave, mais ce n'est pas l'islam, ça. C'est quelques personnes qui, hélas, font parler d'elles parce qu'elles sont soutenues financièrement et parce qu'elles font partie d'organisations qu'il faut tenter d'éradiquer. Et ça, c'est par la collaboration entre les États, les polices, les services secrets, et ce n'est pas mon domaine, qu'on peut tenter d'arriver à quelque chose dans le dialogue, dans la tolérance et pas dans les intérêts géostratégiques. Et il y a aussi des intérêts géostratégiques qui font que les choses ne se passent pas comme on pourrait imaginer qu'elles se passent.
Pour le moment, mais ce n'est pas à moi d'en parler, et ce n'est pas le sujet que je traite dans mon livre, tout ce qui se passe en Syrie donne lieu quand même à quelques commentaires. La coalition internationale n'est pas véritablement une coalition internationale. Chacun a ses petits intérêts. L'Arabie saoudite a les siens, les Américains ont les leurs, les Russes ont les leurs. Bon, qu'on se mette d'accord pour faire des choses dans la paix, même s'il faut pour ça envoyer des soldats. Mais mon sujet n'est pas de parler de la guerre, mon sujet est de parler de la paix. Et donc le monde de demain ne se fera que si nous formons tous une chaîne d'union, en nous donnant la main, en nous appréciant, en nous comprenant et en nous tolérant, pour autant que ceux que l'on tolère ne soient pas des assassins de la liberté. On arrive à la question du voile. Quel est le regard de la franc-maçonnerie au sujet du voile, la burqa, le burkini, etc. aujourd'hui? Eh bien, le voile, de manière assez étonnante, est né en Mésopotamie. Alors, il y a une part de vérité, une part de légende, parce qu'il y a d'une part des écrits et d'autre part des inconnus. Ce voile a émigré vers la Grèce, et ce sont les Grecs qui ont inventé la burqa. La tenue d'apiculteur, comme je l'appelle parfois avec humour, c'est les Grecs qui l'ont inventée, c'est pas les musulmans. Au 7e siècle, l'islam naissant a repris ces choses-là de cultures antérieures. Alors ça m'amène justement à la notion de culture. Personne n'est gêné de voir une personne d'origine africaine qui se promène en tenue traditionnelle. Personne n'est gêné de voir quelqu'un qui vient de la région des Indes se promener dans sa tenue traditionnelle. On ne devrait pas être gêné non plus de voir dès lors des personnes musulmanes s'afficher dans une tenue, que ce soit pour des hommes qui portent une certaine tenue dans les pays du Maghreb, même par ici donc, ou pour les femmes qui portent le voile. Là où les choses coincent, ce n'est pas dans le port du vêtement, c'est dans l'impression qui peut être ressentie par ceux qui ne le portent pas, que ceux qui le portent ne le portent pas par liberté, mais parce qu'ils y sont contraints. Et ça, c'est toute l'œuvre désastreuse de ce que j'appelle l'islam politique. C'est-à-dire de ceux qui veulent faire de l'islam un instrument d'hégémonie, et du coup, ça provoque évidemment des tensions. Mais il faut tout de même rappeler que nous vivons en Europe, et que nous avons une Convention européenne des droits de l'homme. Les articles 10 et 11 prévoient clairement que non seulement il faut respecter les croyances des autres, mais que chacun a le droit de manifester des signes de sa croyance ou de sa pratique religieuse. Donc soyons tolérants envers ça, mais l'exercice est difficile de savoir si une femme qui porte le voile le porte parce qu'elle a décidé de le faire ou parce que son milieu socio-culturel le contraint à le faire. Et je termine la réponse à votre question en disant ceci: le voile, ça peut être très joli. Ce n'est pas toujours une affaire de religion. Et donc il faudrait peut-être que les musulmanes qui portent le voile en fassent un instrument de beauté. Elles sont d'ailleurs très belles avec ou sans voile, mais qu'elles en fassent un instrument de beauté culturelle plutôt que de revendiquer un signe religieux. Cette revendication peut créer des tensions parce que ça peut apparaître comme étant une volonté d'hégémonie politique. Vous me parliez du burkini. Oui. Alors le burkini, c'est autre chose. Le burkini, ça fait couler beaucoup d'encre. J'en parle dans mon livre quant à son origine, pourquoi le burkini a été quelque part à la mode dans la péninsule arabique pour des gens qui venaient de l'intérieur des terres, qui n'auraient pas osé aller à la plage comme ça, alors que les citadins des bords de plage y allaient, eux, sans burkini. J'en parle aussi en expliquant que le brevet a été déposé par une Australienne qui a flairé la bonne affaire. Fait, oui. Voilà, donc il y a une affaire de commerce aussi derrière le burkini qui ne me gêne pas vraiment. Bon, si certains ont envie d'aller à la plage en burkini, où est le problème? Maintenant, c'est vrai que là aussi, on peut y voir un signe ostensible d'une religion qui veut s'imposer au détriment des autres. Et tout est dans le savoir-vivre, tout est dans la tolérance et dans le message qu'on veut envoyer. Oui. Vous parlez tout à l'heure des croyances. Existe-t-il une croyance sans Dieu? La franc-maçonnerie est-il une croyance, à votre avis? La franc-maçonnerie n'est pas une croyance, mais
j'ai envie de vous dire deux choses. Un franc-maçon peut avoir sa foi de franc-maçon. Et la foi d'un franc-maçon, ce n'est pas spécialement la foi en un Dieu, mais ça peut être la foi en un Dieu. Rien n'empêche un franc-maçon d'avoir une croyance, d'avoir une foi. Un certain nombre de loges travaillent à la gloire du grand architecte de l'univers. C'est un symbole dans lequel on peut y mettre Dieu, y mettre rien du tout, ou y mettre autre chose, y mettre l'absolu, le grand tout, l'univers, la nature, qu'importe. Il n'y a pas de règle ni de définition qui imposerait à un franc-maçon de se référer à un Dieu particulier. Mais donc, chacun est libre d'avoir sa spiritualité. Et pour répondre à votre question, on peut être un adepte d'une spiritualité sans Dieu. La spiritualité qui consiste en une élévation ou en une descente de façon à se mieux connaître ou à s'améliorer n'implique pas la référence à un Dieu. Peut-être que, comme le disait Krishna, si nous cherchons Dieu, il faut le chercher dans l'homme. Peut-être que nous sommes tous des petits dieux. Oui. Philippe Liénard, un grand merci pour ce moment riche et fraternel et constructif en plus. Nous avons un peu dépassé le temps en plus. Et donc, Madame, Monsieur, nos chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine émission.